En 48 heures, le désert a changé de langue. Après 20 ans d'intervention étrangère, de missions annoncées puis avalées par le sable, l'alliance des États du Sahel, sans conseiller ni commandement extérieur, fermait en 48 heures un couloir terroriste jugé imprenable, des drones conçus localement, des cartes dépliées à Bamako, Niamey et Ouagadougou, des batteries SR-5 qui ont coupé la mobilité ennemie, et au centre, Ibrahim Traoré posant une règle simple: définir le champ de bataille. Que signifie cela quand Ibrahim Traoré dicte le terrain? Une doctrine naît, le monde écoute. Ce qui s'est joué dans le sable dépasse une victoire militaire. C'est une promesse. Sous la lumière blanche du Sahel, Ibrahim Traoré a dit à ses officiers que cette bataille ne serait pas pour l'honneur, mais pour la preuve. La preuve qu'un continent peut écrire seul sa propre équation de sécurité. Le bénéfice? Une indépendance que nul traité ne peut octroyer, seulement mériter. Mais chaque promesse porte un prix. Maintenir l'unité, contenir l'orgueil, transformer l'exploit de 48 heures en un modèle durable. Derrière les applaudissements, un risque s'élève, que le désert, témoin de leur ascension, teste encore leur constance. Et dans ce souffle brûlant, une question flotte comme un grain de sable suspendu. La victoire d'Ibrahim Traoré peut-elle devenir une culture avant de redevenir une exception? C'est là que tout commence, dans la tension fragile entre l'éveil et la rechute, entre ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils doivent maintenant préserver. Parce qu'au-delà des roquettes et des drapeaux, c'est la mémoire d'un peuple qu'ils ont réveillé. Et elle, si on la trahit, ne pardonne pas. Le choc n'a pas commencé par des bombes, mais par une absence. 2 semaines avant l'offensive, les satellites étrangers montraient donc des mouvements anormaux autour de Tindiban, des files de motos, des camions sans enseigne, des signaux brouillés. Les analystes occidentaux y voyaient du désordre. En réalité, c'était la coordination. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger avaient fusionné leurs réseaux, synchronisant des drones codés localement avec des cartes papier usées. Dans chaque salle de commandement, une seule phrase servait d'ordre. Nous définirons le champ de bataille. Ce soir-là, il n'y eut ni compte à rebours, ni fanfare. Les batteries 5 rugirent comme des prières, et le désert répondit. En 20 minutes, la mobilité ennemie, jadis considérée imbattable, s'effondra. Les radars locaux captèrent des flammes dans la poussière. Les villages voisins se réveillèrent non de peur, mais d'un pressentiment nouveau, celui que l'Afrique se défendait seule. Les chiffres parlent, en 48 heures, 37 positions hostiles neutralisées, 3 corridors sécurisés, 0 perte civile recensée. Mais ce qui changea tout, c'était la perception. Là où le monde voyait chaos, les soldats Wakitis voyaient un plan. Là où on parlait de miracle, Ibrahim Traoré parlait de discipline, d'unité et de patience. Ce basculement d'objet à acteur fut le véritable tremblement de terre du Sahel. Car pour la première fois, les radios de Bamako ne diffusaient pas la voix d'un général étranger, mais celle d'un Africain disant « Nous ne réagissons plus, nous décidons ». Derrière cette phrase se cachait le vrai sens de la victoire. Non l'élimination d'un ennemi, mais la réécriture d'un récit. Et dans cette poussière du désert, un continent commença à respirer autrement. Au cœur de cette transformation, il y avait des visages. Un sergent burkinabé, carnet en main, notait 5 mots. « Nous nous battons. Il compte les morts. » C'était avant l'ordre d'Ibrahim Traoré, avant que le silence ne devienne stratégie. Dans les postes reculés de Dori, de Gao, de Tillabéri, les soldats apprirent à se fier à leur propre transmission, à leurs propres cartes, à leurs propres instincts. Autour d'eux, les ingénieurs de Niamey ajustaient les algorithmes de guidage, les codeurs de Bamako testaient des canaux chiffrés. Aucun d'eux n'avait jamais vu de congrès international, mais tous savaient ce que signifiait perdre un frère.
quand le premier missile SR-5 traversa l'Aube. Ces hommes ne se battaient, n'est-ce pas, seulement pour reprendre le terrain, ils se battaient pour réhabiliter leur dignité. Les effets furent immédiats. Dans les villages, les habitants se regroupèrent autour des radios locales, répétant une seule phrase : « Le Sahel se défend ». Et tandis que les cartes se redessinaient à la main, Ibrahim Traoré devint un symbole d'un commandement qui ne demandait plus d'autorisation. Ce fut là l'acte fondateur, la décision collective de ne plus attendre les sauveurs, mais de les remplacer. Car le Sahel avait compris que la dépendance n'était pas une fatalité, seulement une habitude. Et quand cette habitude se brise, le monde change. Alors, face à ce réveil, une question persiste. Que devient une terre qui se découvre capable ? À l'aube d'un jour décisif, le 4 octobre 2025, à 3h40 du matin, les premiers drones de conception sahélienne s'élancèrent au-dessus des dunes de Tindiban. Sur leurs écrans, les signatures thermiques ennemies apparaissaient par grappes. Motos, tentes, dépôts de carburant. En quelques secondes, les ordres d'Ibrahim Traoré circulèrent d'un poste à l'autre, via un réseau AES crypté, sans traducteur, sans intermédiaire. Dans un élan décisif, les batteries du Burkina Faso ouvrirent de la première salve. Les SR-5, silencieux, puis tonitruants, traçaient des arcs oranges dans la nuit. Les frappes visèrent les unités mobiles de Janim, réputées insaisissables. Les explosions illuminèrent le désert, non plus symbole de désolation, mais d'affirmation. Les communications ennemies furent coupées. Au zénith de l'opération, vers midi, la coalition AES, Mali, Niger, Burkina Faso, avait encerclé 3 bastions majeurs. Les drones maliens guidaient les missiles à travers les dunes. Les blindés nigériens progressaient en formation, reliés en direct par des flux d'images. Chaque mouvement était local, chaque décision interne. À Bamako, dans une salle de commandement exiguë, un jeune opérateur murmura : « Nous n'attendons plus ». Cette phrase devint un mot d'ordre. Dans les villages proches, les habitants sortirent des abris pour observer les panaches de fumée. Ce qu'ils voyaient n'était pas la guerre, c'était la reprise de leur avenir. Dans l'écho de la victoire, à 15h00, les transmissions ennemies cessèrent totalement. Les soldats AES, couverts de sable, marchèrent sur les ruines d'une base fortifiée que nul n'avait jamais espéré reconquérir. Les ordinateurs retrouvés témoignaient d'un réseau de contrebande s'étendant jusqu'en Libye. Pourtant, personne n'applaudit. Traoré, dans une tente balayée par le vent, observa les cartes déployées. Sa phrase résonna simplement. « Nous avons prouvé que la patience peut être une arme. » Ce soir-là, les radios régionales diffusèrent une seule ligne. « L'Afrique se défend. » Et dans ce simple énoncé vibrait tout le renversement de logique. Car l'histoire du Sahel ne se mesurait plus en pertes, mais en preuve d'autonomie. Dès le lendemain, les foules à Ouagadougou, Bamako et Niamey sortirent pour accueillir les convois de soldats. Les visages portaient encore la poussière, mais aussi une lumière nouvelle. Des femmes jetaient des foulards en l'air, des vieillards pleuraient, murmurant des prières pour ceux qui ne reviendraient jamais. Ibrahim Traoré parla à la radio nationale. « Nous arrêtons le saignement de nos propres mains. » Oh, que si ces mots traversèrent le continent comme une onde de confiance. En 48 heures, le Sahel n'avait pas seulement repoussé une menace. Il avait redéfini sa place dans le monde. Ce fut plus qu'une victoire militaire, un acte de mémoire, un cri étouffé depuis des générations. Et dans le silence qui suivit les explosions, le désert lui-même semblait respirer autrement. Les faits, cette fois, n'étaient plus des abstractions. En 48 heures d'opération, l'Alliance des États et du Sahel avait mené 163 frappes coordonnées, détruit 37 camps armés et sécurisé 3 corridors frontaliers autrefois jugés ingouvernables. Les pertes civiles
Nulles, les pertes ennemies, estimées à plus de 420 combattants neutralisés, selon des sources croisées à Bamako et Niamey. Mais derrière ces chiffres, un autre indicateur fascinait les observateurs: l'efficacité logistique. L'opération, conduite avec moins de 5% du budget mensuel d'une mission étrangère, type MINUSMA, démontrait une maîtrise totale des ressources locales. Chaque drone AES coûtait à peine 18 000 $ à produire, soit 20 fois moins qu'un modèle importé, et disposait d'une autonomie de 4 minutes, suffisante pour couvrir l'intégralité du couloir de Tindiban. La comparaison avec les interventions étrangères était vertigineuse. Entre 2013 et 2023, plus de 17 milliards de dollars avaient été investis au Sahel sans résultat durable. En 48 heures, Ibrahim Traoré et ses homologues avaient inversé la tendance. Le delta, ici, ne se mesurait pas seulement en argent ou en temps, mais en souveraineté. Chaque minute gagnée sur le terrain représentait un siècle de dépendance effacée. Les économistes notèrent une autre donnée: le taux de retour des déplacés. 10 jours après la victoire, plus de 60 000 civils étaient revenus dans leur village, ramenant avec eux les premiers signes d'activité commerciale. Les marchés d'Arbinda et de Gao, jadis fantômes, reprirent vie. Le trafic de denrées augmenta de 37% en une semaine. Même les écoles rouvrirent, soutenues par des enseignants venus de Bamako et d'Ouagadougou. Ces données faisaient Lydie plus que rassurer. Elles validaient un changement de paradigme. L'Afrique, disait-on, ne se battait plus pour survivre, mais pour mesurer sa propre efficacité. Et Ibrahim Traoré, dans ses allocutions sobres, insistait: la victoire n'est rien sans le suivi. Ainsi, un conseil conjoint AES fut créé, doté de 6 commissions: sécurité, agriculture, communication, logistique, formation et reconstruction. Chaque commission devait rendre un rapport mensuel, non à un bailleur, mais à la population. Ce simple renversement de destinataire valait une révolution. Les citoyens devenaient l'auditoire ultime de leurs institutions. Les chiffres, jusque-là étrangers, prenaient un accent local. Et lorsque les observateurs internationaux demandèrent comment une telle coordination avait été possible, la réponse d'un jeune officier résuma tout. Nous avons remplacé la peur par la méthode. Sous Ibrahim Traoré, le Sahel ne cherchait plus à plaire à des puissances extérieures. Il cherchait à prouver qu'il pouvait compter. Compter ses gains, ses pertes, ses pas, ses rêves. Et dans cette arithmétique du réel, chaque nombre devenait une prière mesurable. Certains diront que la victoire du Sahel fut une exception, un éclat sans lendemain. Leur premier argument: l'alliance repose sur une émotion, non sur une structure. Sans soutien extérieur, disent-ils, aucune coalition africaine ne peut maintenir un rythme logistique ou diplomatique suffisant pour survivre. Le second, les sanctions économiques, déjà réactivées par plusieurs puissances, finiront par fissurer l'unité AES de l'intérieur, transformant le triomphe en tension. Mais les faits contredisent ces prophéties. Ibrahim Traoré n'a jamais promis une alliance sans défaut. Il a promis une alliance vivante. Et la différence est là. Une structure figée dépend de ses bailleurs. Une structure vivante s'adapte. En moins d'un mois, l'AES a mis en place un secrétariat permanent à Niamey, un comité mixte à Bamako et un fonds de stabilisation financé localement. 3 gestes simples mais révolutionnaires, parce qu'ils rompaient avec un siècle de réflexes d'attente. De plus, l'argument des sanctions se heurte à une réalité nouvelle. Le commerce intra-régional du Sahel a augmenté de 28% en 2 semaines, stimulé par les marchés frontaliers. Les économies locales, autrefois asphyxiées par la dépendance aux francs CFA et aux importations, se redécouvrent des marges de manœuvre inattendues. Et les citoyens, loin d'être passifs, participent à cette résistance économique en redéfinissant la valeur même de la fierté nationale. Le véritable test n'est donc pas économique, mais moral. Les Africains accepteront-ils de continuer à se gouverner, même lorsque cela devient
inconfortable? C'est là que le leadership d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Il ne vend pas de certitude. Il enseigne la persistance. Oui, les défis sont immenses, mais la fatigue de la dépendance l'est davantage. Et si l'histoire a prouvé quelque chose, c'est que les empires ne résistent pas à ceux qui réapprennent à compter sur eux-mêmes. Vous souvenez-vous de la phrase du désert? Nous définissons le champ de bataille. Elle n'était pas militaire, elle était philosophique. Le tournant arriva sans bruit. Une simple phrase, inscrite sur un tableau dans le quartier général d'Ouagadougou. Nous ne réagissons plus, nous définissons. 8 mots qui marquèrent la moitié du chemin. Ibrahim Traoré savait que la victoire militaire n'était qu'un seuil, pas une fin. À partir de ce moment, le combat se déplaça du terrain à la conscience. L'AES devint plus qu'une coalition, un laboratoire de souveraineté. Les écoles commencèrent à enseigner l'histoire récente du Sahel comme une matière vivante. Les médias, jadis dépendants des dépêches étrangères, produisirent leurs propres récits. Le changement n'était plus visible sur les cartes, mais dans les têtes. Pourtant, ce basculement eut un coût. Les puissances extérieures réagirent passant par le silence, un silence lourd de calculs. Les analystes parlaient déjà de militarisme africain, refusant de nommer ce qu'ils craignaient vraiment, l'autonomie. Mais au Sahel, personne ne cherchait à prouver. On avançait, sobrement, comme si chaque pas était un acte de foi. Et au cœur de cette confiance fragile, une vérité se consolidait. Quand un peuple cesse de demander la permission d'exister, il redéfinit le monde autour de lui. Les jours qui suivirent donc la victoire changèrent la texture même du Sahel. Au Burkina Faso, la doctrine d'Ibrahim Traoré entra dans les manuels militaires. Intelligence, mobilité, unité. Le Mali créa une académie des opérations souveraines pour former une nouvelle génération d'officiers sans tutelle étrangère. Au Niger, les ingénieurs AES mirent au point un drone agricole, inspiré de ceux de Tindiban, symbole du passage des armes aux semences. Ces initiatives ne parlaient plus de défense, mais de continuité. Le concept même d'indépendance s'étendait du champ de bataille au champ cultivé. Les marchés rouvraient. Les circuits régionaux, autrefois asphyxiés par les sanctions, s'adaptaient. Troc, monnaie locale, échange direct. En 3 semaines, les flux commerciaux entre Bamako et Ouagadougou augmentèrent de 31%. Les banques communautaires réapparurent, soutenues par les municipalités. Cette micro-résilience, discrète mais réelle, montrait qu'un tissu économique peut renaître sans bailleur. Les voix, longtemps tuées, se réveillèrent. Des poètes de Gao écrivirent sur le lion qui se souvient. Des artistes de Niamey peignirent Ibrahim Traoré non en conquérant, mais en enseignant. Les radios locales, libérées des scripts étrangers, racontaient désormais l'histoire en langue peul, Aoussa, Mouré. Le mot dignité remplaçait peu à peu aide dans le vocabulaire public. Et cette mutation lexicale valait toutes les réformes. De Conakry à Accra, des foules chantaient les 3 lettres A, E, S. En Guinée, le colonel Doumbouya cita la victoire comme « miroir de notre potentiel ». Au Ghana, des universitaires lancèrent un programme d'études. Solutions africaines, problèmes africains. Même à Paris et Washington, les plateaux de télévision évoquaient l'onde Traoré, non plus comme curiosité, mais comme signal tectonique. Les répercussions diplomatiques furent immédiates. Rappel d'ambassadeurs, suspension de certaines aides, multiplication de déclarations prudentes. Mais dans les rues du Sahel, personne ne parlait de sanctions. On parlait de semer, car désormais, chaque geste de reconstruction était un acte politique. Pour la première fois, le mot victoire ne signifiait plus domination. Il signifiait réappropriation. Et lorsque le soir tombait sur les marchés réparés, les enfants récitaient les paroles d'Ibrahim Traoré. Nous arrêtons le saignement de nos propres mains. Ce n'était pas un slogan, c'était un héritage. 6 mois après la bataille de Tindiban, 3 trajectoires s'esquissent à travers le Sahel. 3 miroirs tendus à l'Afrique entière.
L'Alliance des États du Sahel stabilise ces zones frontalières, consolide ses lignes de production locales et maintient une coopération défensive. Les programmes civils de reconstruction progressent, modestement mais sûrement. Routes, écoles, marchés. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'amenuise grâce à l'intégration économique régionale. Le mot d'ordre d'Ibrahim Traoré, la souveraineté se cultive, devient littéral. Les anciens champs de bataille se transforment en corridors agricoles. Dans une perspective plus ambitieuse, l'AES attire d'autres pays du continent. La Guinée, le Tchad, peut-être le Ghana. Une union militaire et énergétique africaine commence à prendre forme, adossée à des technologies locales, drones, communications cryptées, formation d'ingénieurs. Les puissances extérieures, contraintes de s'adapter, révisent leur politique de tutelle. Dans cette hypothèse, le Sahel ne serait plus la périphérie du monde, mais son laboratoire. Mais un chemin plus sombre reste possible. Les rivalités internes s'exacerbent. Leadership, ressources, reconnaissance internationale. Les sanctions s'alourdissent, les circuits d'approvisionnement se tendent. Les fissures politiques réapparaissent. Dans ce cas, la victoire de 2025 deviendrait une légende plus qu'un modèle. Mais même dans l'échec, le symbole resterait. La preuve qu'un continent peut agir sans permission. Entre ces trois lignes se dessine une constante, la responsabilité. Ibrahim Traoré l'a dit avec gravité. La liberté ne se défend pas une fois, elle s'entretient chaque jour. Ce n'est pas un avertissement, mais un mode d'emploi. Ainsi, dans les 12 prochains mois, le Sahel se tiendra entre deux pulsations, celle du souvenir et celle du devoir. Et chaque nation devra répondre à une seule question. Que fera-t-elle de cette preuve qu'elle peut tenir debout seule? Le souffle de cette histoire dépasse les frontières du Sahel, car elle parle à trois cercles de spectateurs, dont chacun porte en lui un reflet du combat d'Ibrahim Traoré. Pour les jeunes Africains, cette victoire est plus qu'un récit militaire. C'est une pédagogie. Elle enseigne que la compétence n'est pas un privilège importé, mais une discipline cultivée. Chaque ligne de code écrite à Bamako, chaque pièce d'ingénierie produite à Niamey, devient un acte de souveraineté. Leur fierté n'est plus une émotion, mais une méthode. Dans les salons d'Europe et d'Amérique, beaucoup ont vu les images sans y croire. Mais la phrase d'Ibrahim Traoré « Nous définissons le champ de bataille » a résonné comme une libération intérieure. Elle rappelait que l'exil n'est pas une fuite, mais une extension. Désormais, la diaspora peut choisir, être spectatrice ou relais. Ce que le Sahel a accompli interroge les certitudes globales. Et si l'autonomie n'était pas une menace, mais une évolution, si la souveraineté africaine annonçait non la rupture, mais la maturité, le regard étranger vacille, parce qu'il découvre un continent qui n'attend plus d'être sauvé. Dans ces échos multiples, le spectateur comprend une chose simple. La dignité est contagieuse. Et parfois, un pays qui se relève apprend au monde entier comment marcher autrement. Transformer une victoire en modèle exige une méthode. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel a tracé un plan en 5 étapes, simple, mesurable, mais porteur d'une vision longue. D'abord, sécuriser l'espace, consolider les couloirs frontaliers libérés, installer des points de contrôle mixtes et transférer la responsabilité aux forces locales. L'objectif, 0 dépendance opérationnelle d'ici 12 mois. Ensuite, reconnecter les territoires, rétablir les routes, les réseaux énergétiques et les écoles. Chaque chantier devient un acte de reconstruction psychologique. Rebâtir la confiance avant les murs, puis former, créer dans chaque capitale une académie AES ouverte aux civils et militaires. La doctrine intelligence, mobilité, unité y sera enseignée comme philosophie civique. Aussi, produire localement, financer les micro-entreprises capables de transformer les anciens matériels militaires en outils agricoles. Ibrahim Traoré l'a résumé ainsi. L'acier qui protégeait
doit désormais nourrir. Qu'est-ce que ça? Enfin, rendre des comptes. Chaque trimestre, un rapport public doit être transmis aux citoyens. Résultats, erreurs, corrections. La transparence devient bouclier. Ce plan n'est pas un slogan, c'est une discipline collective. Et derrière sa rigueur se cache une conviction simple. La souveraineté n'est pas un État, c'est un entretien quotidien. Si le Sahel tient cette cadence, sa victoire cessera d'être un moment pour devenir une méthode. Le soir du retour à Ouagadougou, il n'y eut ni drapeau ni fanfare. Ibrahim Traoré se tenait dans la cour d'une école reconstruite, celle-là même où, des mois plus tôt, il avait promis de transformer l'acier en grain. Les élèves, en uniforme simple, chantaient une marche lente que les anciens reconnurent, le même rythme que celui des tambours de la victoire. Un vieil homme murmura « C'est le battement du Sahel ». Alors, Traoré leva les yeux vers le ciel rouge et dit doucement « Le lion s'est souvenu de sa force, mais il doit rester réveillé ». Cette phrase, reprise en écho par les enseignants, résonna comme une prière laïque, car derrière chaque victoire se cache un devoir, préserver la clarté du commencement. Et c'est là le véritable héritage du Sahel, un courage devenu conscience. Le désert, témoin de tout, sembla respirer plus lentement, comme pour retenir ce moment. Et dans le vent, entre les arbres desséchés, on aurait juré entendre un cœur d'enfant répéter « Nous ne réagissons plus, nous définissons ». Une promesse scellée, non par les armes, mais par la mémoire. Si cette histoire vous touche, ne la traitez pas comme une légende. Car ce qui s'est joué au Sahel n'appartient pas seulement au Burkina Faso, ni même à Ibrahim Traoré. C'est un rappel universel. La dignité ne se délègue pas. Chaque regard posé sur cette victoire peut devenir un acte de continuité. Partager ce récit, c'est prolonger le souffle d'un continent qui a refusé d'attendre. Demandez-vous, que ferait votre peuple s'il devait définir son propre champ de bataille, non pas contre des armes, mais contre le doute? Le monde se transforme lorsque ceux qu'on croyait silencieux commencent à raconter leur propre version du courage. Alors, si ces mots résonnent en vous, portez-les, dans vos discussions, vos écrits, vos gestes, non pour glorifier, mais pour comprendre. Parce que chaque fois qu'une terre oubliée se souvient qu'elle vaut quelque chose, l'humanité se redresse un peu plus